Bonjour à tous, bienvenue en Sologne au Game Fair 2023, 41e édition et bienvenue sur le stand d'Interpro Chasse avec le président d'Interpro Chasse, Jean-Christophe Chaston. Merci beaucoup de nous accueillir, Jean-Christophe. Bienvenue Stéphane, Et notre bienvenue invité, sur notre stand. Yvan Femme. Alors, je vais me permettre de prendre ma respiration, Yvan. Vous êtes le président du syndicat national des fabricants et distributeurs d'armes, munitions, équipements et accessoires pour la chasse et le tir. Oui, On va dire la SNAFAM. la SNAFAM. Hein, c'est mieux comme ça. Vous êtes adhérent d'Interprochasse et Oui, vous êtes parce également que directeur la SNAFAM est partenaire, un des partenaires principaux d'Interprochasse, et directeur général délégué de Nobel de Sport. Nobel Sport, avec Voilà. Tunet, Fob et président de Marie-Arme également. On va parler des armes et des munitions. Tout d'abord des munitions. Quel est l'état de la filière actuellement? Alors la filière est plutôt bonne, puisque le marché français, après le Covid, a été assez booming. Les gens ont eu envie de repartir dans l'outdoor, dans la nature. Donc il y a eu vraiment une résurgence de volume de cartouches de chasse et des cartouches de balles trappes. Là, il y a un petit ralentissement depuis l'été dernier, notamment lié à l'incertitude qu'il y a sur le plomb et l'acier. Donc les gens ne savent pas exactement sur quel pied danser. La communication n'a peut-être pas été assez claire et les décisions sont peut-être pas assez claires également. Donc il y a un petit flottement. Bon, alors l'export nous porte, donc nos usines sont pleines. On a des nouveaux problèmes d'approvisionnement de nitrocellulose notamment, donc, qui fait la poudre. Donc nous on est aussi fabricant de poudre. Et là sur les mois et les années qui viennent, on risque d'avoir des mauvaises surprises qui sont liées à la guerre en Ukraine. On peut en reparler tout à l'heure. Alors on va en reparler justement. Hein. La SNAFAM est membre d'Interprochasse. Jean-Christophe, comment vous travaillez? Vous faites de l'accompagnement? Je dirais que comme vient de le souligner Yvan, déjà la SNAFAM est un des principaux membres partenaires contributeurs via la CVO d'Interprochasse. Donc il contribue déjà de façon très significative du coup au budget et donc du coup aux actions d'Interprochasse, et il est tout à fait naturel et tout à fait normal qu'il y ait une certaine restitution. Moi, en tout cas je le vois comme ça. Donc effectivement on essaie d'accompagner la SNAFAM dans les dossiers sensibles, hein, comme le plomb. Je pense que ça sera évoqué tout à l'heure, donc par un biais d'un accompagnement économique et par un biais d'accompagnement aussi de par les relations qu'on peut avoir avec les différents interlocuteurs de ces dossiers. Voilà. Alors la SNAFAM regroupe les professionnels de l'industrie de la chasse et du tir, tout comme Interprochasse regroupe avant tout des professionnels. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration moi, pour le travail de Jean-Christophe, parce qu'il est très dynamique, et je pense qu'avec les problèmes qu'on a eus au départ avec la grippe aviaire l'année dernière, s'il n'y avait pas eu tout le travail, le dynamisme d'Interprochasse, pour dire plus globalement, plutôt qu'une seule personne, mais je pense qu'il y aurait eu vraiment beaucoup de dégâts, et bravo pour ton travail en tout cas. Et de notre côté, la SNAFAM, notamment grâce à ma déléguée générale Bertie Sev, qui travaille énormément et qui est très pointue sur beaucoup de dossiers, on offre à tous les industriels, tous les professionnels du secteur, une vraie réponse soit juridique, soit dynamique et politique. Et je pense que de notre côté, on fait notre travail comme la FNC se fait son travail de son côté. Alors Jean-Christophe, vous, dans votre filière, hein, le petit gibier, hein, je rappelle que vous êtes agriculteur et éleveur de petits gibiers, vous avez également connu des événements dramatiques, on parle de l'influenza aviaire. Vous également, Yvan, dans votre domaine, et la guerre en Ukraine pose d'énormes problèmes dans le futur sur l'approvisionnement, hein, c'est ça? Oui, alors c'est un phénomène tout à fait nouveau. Alors l'année dernière, on a eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement en général, parce que les bateaux avaient du mal à arriver de différentes parties du monde. On a eu problème d'acier, donc on n'arrivait pas à avoir des douilles. On est fabricant, enfin, notre groupe est fabricant de douilles, on fabrique à peu près 2 milliards de douilles, je crois. Et on avait des problèmes de douilles. Cette année, le problème est résolu. Arrive un nouveau problème, c'est la guerre en Ukraine, où, juste pour vous donner une idée, il se tire entre 20 et 40 000 obus du côté ukrainien allié par jour.
à raison de 3 à 6 kilos de poudre par jour, donc, enfin par obus. Et les Russes qui ont besoin aussi de nitrocellulose doivent tirer le double ou le triple du nombre de ces obus. Donc ce qui fait qu'il y a Les conséquences, c'est un ralentissement très net, certainement. Alors, une demande de nitrocellulose qui est dans le monde, qui explose. D'autre part, toutes les armées de l'OTAN veulent regonfler leur stock, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait quand même très peu de stock en France, par exemple. On avait 3 jours de stock en cas de guerre. Et donc tout le monde veut regonfler ses stocks. Donc il y a une demande de munitions qui est énorme dans le monde entier. Et les Américains commencent à avoir des problèmes de poudre. Nous, on est fabricants de poudre, mais il nous manque de la matière première. Donc par exemple, le mois prochain, je suis obligé de ralentir ma cadence, qui va repartir en septembre. Mais l'année prochaine, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Si la situation reste la même, on risque de se battre pour avoir la nitrocellulose. La nitrocellulose, on a acheté 3 euros il y a 2 ans. On va l'acheter 14 euros à la rentrée. Donc c'est pas la même chose, Ouais, effectivement. tout à fait. Alors il y a un autre dossier très sensible, le plomb. Expliquez-nous ce qui se passe. Alors, on pensait avoir gagné une partie de la bataille. Alors, une fois encore, on n'est pas complètement contre l'acier. Oui, parce qu'il y a une interdiction voilà. du plomb pour les munitions, c'est ça. Voilà, à terme, l'Europe voudrait bannir tout ce qui est plomb, pas que dans la chasse, mais dans l'ensemble des professions. Même pour les fabricants de vitraux d'église, normalement, le plomb devrait être interdit. Après, il y a pas mal de recours. On a été à un congrès de la FEMS le week-end dernier. On voit qu'il n'y aura pas d'interdiction totale du plomb, à mon avis, avant 2028, 2029, 2030. Si l'interdiction est complètement votée, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a pas mal de gouvernements qui sont en train de tourner, comme la Suède, qui était pourtant un gouvernement réputé comme assez vert et qui vient de se prononcer clairement contre l'interdiction du plomb. Comment réagit la filière? Alors nous, on ne veut pas qu'il y ait une transition trop rapide, trop nette. Pour la bonne et simple raison que d'une part, l'acier est moins dense. Donc il y a une létalité, notamment sur le gibier, qui est quand même moins bonne. Donc ça veut dire plus de gibier blessés qui vont mourir à terme. Et puis le deuxième gros problème, c'est que l'acier, les billes d'acier viennent à 95% de Chine. Et jusqu'à présent, on n'était pas trop dépendant de la Chine. Là, si on prend 15 000 tonnes de grenailles d'acier de Chine, s'il y a le moins de problèmes avec Taïwan ou les transports, on va avoir un gros problème d'approvisionnement. Et il y a un autre problème, Jean-Christophe, vous pouvez peut-être en parler, c'est que les billes d'acier notamment ne sont pas adaptées aux fusils, aux anciens fusils visiblement. Et donc ce qui fait que tous les chasseurs qui utilisaient le fusil de leur père, de leur grand-père, ne peuvent plus et ils sont obligés d'acheter de nouveaux fusils qui seraient beaucoup plus adaptés. Il y a des solutions. On peut faire des cartouches à billes d'acier à pression normale, on va dire, qui n'habitent pas trop les fusils. Néanmoins, comme l'acier est moins dense, il va moins loin. Et donc, pour qu'il soit efficace, il faut les booster. Et booster, ça veut dire plus de pression. Et là, en effet, les vieux fusils ne supportent pas les hautes pressions que demandent des cartouches à billes d'acier efficaces, à moyenne et longue distance. Il y a le bismuth pour les vieux fusils, où on peut avoir qui est assez mou, mais par contre, le bismuth, Yvan, ça vous pouvez coûte rappeler, oui. 10 fois le prix du plomb, quoi. Le tungstène, c'est très dur, qui coûte alors là, 30 fois le prix du plomb. Ensuite, il y a le sweet copper. On a pas mal d'alternatives, mais la seule qui est économiquement viable, c'est l'acier. Pour que ce soit efficace, il faut le booster, et ça veut dire avoir des chambres qui sont plus longues. Donc les États-Unis utilisent des chambres de 89. Nous, en standard, c'est 70. On a pas mal de chambres en 76. Et ça veut dire qu'au minimum, il faudrait que tous les nouveaux fusils soient en 76. Et voire 89 si vous tirez le canard en super magnum, quoi. Dans votre filière, il y a beaucoup de recherche et de développement.
Là, en entendant Yvan, c'est également la même chose. En fait, il y a beaucoup de développement, beaucoup d'argent. Comment vous travaillez sur ces sujets, par exemple, à Interprochasse avec Yvan et la SNAFAM? Je voudrais déjà rebondir un peu sur les propos d'Yvan. Moi, sur un domaine que je connais un peu mieux, c'est sur les animaux et sur l'impact du changement de type de matériaux qui va, à mon avis, et ça je voudrais quand même le souligner, à l'encontre de l'objectif principal à la base, qui est un objectif en guillemets un peu écologue, en disant voilà, il faut peut-être utiliser un autre produit qui serait peut-être un peu moins polluant, un peu moins dangereux pour l'environnement ou la biodiversité. Mais utiliser de l'acier, comme vient de le souligner Yvan, fait l'effet inverse. Parce qu'au contraire, on va augmenter la souffrance animale par le fait qu'on va beaucoup plus blesser les animaux parce que c'est bien moins létal, comme Yvan l'a souligné. Donc du coup, là, on va à l'encontre de l'objectif initial, quoi. Alors après, pourquoi on va à l'encontre de l'objectif initial? Je laisse aux gens réfléchir peut-être un peu pourquoi. Je pense que, sans être machiavélique, mais je pense qu'il y a peut-être quand même des idées derrière aussi sous-jacentes de certaines personnes qui ne souhaiteraient peut-être pas qu'on continue la chasse aussi. Voilà. Donc je crois que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille. Moi je crois que, on parlait des pays scandinaves, sauf erreur de ma part, Yvan tu me corrigeras, mais je crois qu'en Norvège, ils ont décidé de faire marche arrière sur l'utilisation du plomb et aujourd'hui ils permettent de l'utiliser sur l'ensemble des territoires, y compris sur les zones humides, justement. Et quand on connaît le taux d'utilisation du plomb dans le cadre de l'activité cynégétique, il est loin d'être significatif en termes de volume de pollution. Je crois qu'on a bien d'autres objectifs aujourd'hui, compte tenu de la situation géopolitique, à s'occuper, bien d'autres priorités à mon avis de s'occuper que le plomb de la chasse, franchement. Je crois que c'est une véritable, aujourd'hui, un peu, voilà, vue d'esprit un petit peu qui me semble un peu dangereuse. Yvan, avec la guerre en Ukraine, avec le plomb, qui ne sera plus en Europe, en tout cas, pas tout de suite, est-ce que vous êtes inquiet pour la filière? Vous pouvez rebondir, il y a des choses qui sont mises en place. Non, mais on travaille, c'est vrai qu'on a tellement de dossiers en ce moment, où on travaille avec Interprochasse, avec la FNC, on est tellement attaqué sur plein de domaines, on a tellement de nouvelles réglementations qui nous tombent dessus. Alors, certaines sont bonnes, le livre de police numérique, c'est un bon projet sur le fond. Après, ça demande beaucoup de travail à nos armuriers, à nos chasseurs, à nos tireurs. Mais sur le fond, c'est un bon dossier. Il y a la REP, donc la responsabilité étendue des entreprises, où on doit récupérer les douilles usagées. Donc il faut mettre ça en place également. Il y aura peut-être un jour l'interdiction de l'usage du plastique unique. Donc on travaille aussi sur ça, mais c'est très compliqué puisque une bourre, alors dégradable, parce que biodégradable on n'a pas le droit de l'utiliser, il faut bien se mettre ça dans la tête, biodégradable c'est uniquement lié à l'agroalimentaire ou à l'alimentaire. Donc nous on travaille sur des bourres dégradables, mais il faut faire le compromis entre être assez dégradables quand elles sont dans la nature et pas trop dégradables quand elles sont en stockage dans votre garage, dans votre salle de chasse pour qu'elle ne commence pas à se désagréger. Donc bien sûr on a des solutions, mais aucune n'est vraiment complètement satisfaisante, surtout si on l'additionne avec l'acier, puisque les cartouches de carton qu'on a essayé par exemple avec les billes d'acier ne sont pas du tout efficaces parce que le carton se désagrège, l'acier étant plus dur, se désagrège au coup de feu, et donc ça raye les fusils. Donc voilà, on est loin d'avoir trouvé des solutions, on a des solutions. On préfère avoir le recul parce qu'il faut plusieurs années de stockage avant de vraiment de dire voilà, ça c'est la meilleure solution, on va aller à fond là-dedans. On n'est pas encore prêt, donc voilà, il faut travailler sur tous ces sujets, mais voilà, il nous faut du temps, comme pour le substitut du plomb. Il nous faut du temps pour avoir les meilleurs, adapter nos poudres, adapter nos bourres, adapter nos canons, nos fusils, donc ça demande du temps. Un moratoire un peu. Moi je pense que voilà, d'après ce que je comprends de la position de la filière, ça serait de demander un moratoire à minimum de 10 ans pour laisser justement se laisser du temps pour réfléchir à des solutions industrielles économiquement rentables et techniquement adaptables. Alors, on ne peut pas dépendre que de la Chine, donc il faut des usines qui soient plus près de nous, alors, si possible en France, mais ça sera compliqué parce que c'est une filière qui demande beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup d'énergie. Donc, mais même dans les pays proches, ils s'y mettent, mais ça va doucement. Et honnêtement, être complètement lié à la Chine, c'est pas vraiment une bonne solution, je pense. Yvan, pour terminer, Jean-Christophe. Yvan, je sais que vous appréciez une chasse, qui est la chasse
scandinave. On part dans la nature, on tue, on dépèce, on mange. Je crois que vous appréciez beaucoup ce mode de chasse. Je voulais terminer par une note un petit peu plus légère. Non, mais moi je suis peut-être pas la meilleure personne pour ça parce que en fait, moi j'aime bien tuer des canards comme des sangliers. Mais je crois que l'avenir de la chasse en France, pour avoir une bonne image, c'est le modèle scandinave. Où on chasse vraiment pour être proche de la nature et pour la viande. Et donc on ne tue pas à tir-larigot, même si j'adore tuer beaucoup d'animaux dans la journée. Mais je pense que l'avenir de la chasse, si on veut être apprécié, si on veut être compris, c'est d'être plus raisonnable et d'avoir une vraie recherche du gibier, que ce soit au petit gibier avec son chien ou au gros gibier dans la nature. La preuve, c'est que c'est les seuls pays qui marchent bien dans le monde, où la chasse est en évolution positive, c'est la Scandinavie et les États-Unis. Et les États-Unis, c'est pas des gros viandards, hein. Souvent, ils ont 1 ou 2 bracelets de cerf de Virginie par an. Voilà, donc ils ont une quête qui est très longue. Et mes amis scandinaves, pareil, ils partent avec un talkie-walkie, ils vont dans la nature, ils peuvent se perdre, ils tuent une bête, si tout se passe bien. Et après, ils la découpent. Et je pense que, même si c'est pas ma chasse à la base, je pense que c'est l'avenir de la chasse en France. Merci beaucoup, Yvan. Merci, Jean-Christophe. Merci À Stéphane. bientôt. Merci, Yvan.